toutes, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous proposer de reprendre le contrôle de vos API avec des outils qui changent la vie. Mais votre vie de développeur, je n'ai pas la prétention de changer votre vie au global. Alors rapidement ici, avant de commencer, à main levée, qui a déjà loué une habitation, qui travaille, qui a déjà ouvert une ligne internet? Ok, c'est bon. Vous avez tous déjà signé un contrat, c'est rassurant. Alors, on aime bien signer un contrat parce que ça nous engage, nous, à faire des choses, mais aussi on engage celui qui délivre le service à faire des choses pour nous. Alors, on est souvent ravis d'avoir un contrat, mais pourquoi on ne le fait pas toujours quand on développe nos API? Je ne dis pas toujours, puisque je pense qu'il y en a qui le font peut-être ici, de faire des contrats d'API. Bon, je vous spoil un peu, mais on devrait. Alors, je vais vous montrer tout ça. Qui je suis rapidement. Vous avez un petit morceau de mon contrat. Donc, je suis Emmanuel Perru, je suis CTO et architecte solution. J'ai 41 ans. Je sais, ça se voit pas. Bon, c'est pas sympa. Et je suis passionné d'architecture, événementiel, d'API REST, etc. Et où je travaille? Je travaille chez Zatseed, qui est une jeune ASN sur l'île que j'ai cofondée il y a maintenant 3 ans. On a un collectif d'une trentaine, passionnés de tech et fans d'éco-conception et avec une envie de mettre l'impact de notre savoir-faire au service des entreprises et de notre écosystème. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir me voir après. Notre parcours rapidement. C'est pas hyper pratique. Mais, donc regardez bien ce petit menu, il vous servira pour la suite. Donc on va parler de pourquoi on fait des contrats, pourquoi on ne doit pas en faire. On va regarder tout l'outillage qu'on peut faire d'un point de vue REST. Je vais vous parler de workflow. Je crois que j'aurai pas le temps de vous parler de GraphQL. Et puis, on est en 2026, je suis obligé. Hein, je vais vous parler d'assistance IA aussi à la fin. Pourquoi le contract first? Je pense que vous êtes nombreux ici à avoir un projet qui démarre, etc. Et direct, on commence à coder ses contrôleurs, que ce soit en Java, en Node.js, peu importe. Et puis la doc, elle vient, parfois on la génère, parfois on la génère pas, et puis parfois on a des petites surprises. Je pense que la citation, on l'a tous déjà entendue, ou on l'a tous déjà parfois dit. Les symptômes, ils sont faciles, c'est que en fait, le contrat, il dérive par rapport à l'implémentation, votre doc, elle devient obsolète, plus personne s'y fie, vos consommateurs, ils sont bloqués, soit ils ont des bugs, soit ils sont obligés de vous attendre avant de commencer à coder, c'est un peu compliqué. Et puis parfois, on a des petits breaking change qui sont silencieux et qu'on découvre qu'arriver à la prod. Alors la promesse de Stalk, c'est de se dire on a une seule source de vérité, c'est notre contrat, un OpenAPI en YAML, et tout le reste va être généré. Que ce soit vos codes, votre mocking, votre test, votre documentation, tout sera généré. Le YAML change, tout le reste doit suivre. Alors petit disclaimer, en 45 minutes, je n'aurai pas le temps de parler de plein de sujets, donc il y en a que j'ai écartés. Il y a des choses qui sont portées, par exemple, que je vais vous présenter par des API Gateway, j'en parlerai pas. Je parlerai pas de MCP ou de sécurité en détail, d'idée ou de monitoring. J'ai fait des choix sur des outils. L'important, c'est la méthode. Des outils, vous en avez plein. Si vous regardez OpenAPI Tools, vous en avez des dizaines. Ce qui est important, c'est de choisir les bons dans votre écosystème, dans votre contexte, et puis ceux parfois qui sont un peu plus cool que les autres. Alors, on démarre. Moi, j'ai un projet. Je ne peux pas vous détailler. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce projet, vous venez voir mon talk demain après-midi. Parce que j'en ai 2 cette année. Donc c'est une application web qui s'appelle ZAS Green Score et qui permet de faire des évaluations d'éco-conception sur vos projets avec 2 référentiels différents. Cette application, elle est purement web aujourd'hui. On stocke tout dans le local storage et on n'appelle aucune API. Donc le but maintenant, c'est de créer une API pour ce projet-là. Moi, j'ai déjà commencé à créer le contrat. Il est quasiment fini et on est prêt à coder. On est lundi, on démarre le sprint. Et j'ai pas 5 minutes pour boire mon café, je suis déjà assailli. J'ai mon PO qui vient me voir et qui me dit « Ok, il faut qu'on monte notre API le plus vite possible, qu'on prouve qu'on est quali et qu'on fait de l'éco-conception. » J'ai le développeur web qui me dit « Ok, moi j'ai déjà fait l'application, je suis prêt, elle marche en local, maintenant j'ai plus qu'à brancher sur ton API. » On a eu la bonne idée de faire des applis mobiles natives. J'ai aussi les devs mobiles qui me disent « Ok, je veux commencer très vite, je veux générer des objets, je veux pas t'attendre. » Et puis on a même un Ops qui se dit, ok, maintenant on a les éco-scores de nos applications, je veux les mettre dans mon IDP et avoir un dashboard. Donc j'ai pas encore commencé à coder un contrôleur, je suis déjà assailli. Chacun a son problème et on va voir qu'à chaque besoin, on aura un outil dans la chaîne. Ok. Bon, je dis rien, je vais rire tout seul. Moi je démarre.
Je démarre par un projet template que j'ai. Je pourrais le scaffolder, je pourrais demander à Enion de me le démarrer, mais j'ai toujours un projet template dans lequel je vais coder mon contrat d'OpenAPI. Okay, et puis j'ai plein d'outils que j'aime bien scripter, mais plein d'outils externes qui vont suffire. Donc je fork le repo, je le rename, je commence à écrire mon contrat que j'ai quasiment déjà entièrement conçu, je push et ma CI s'occupe du reste. Okay, fork it, rename it, ship it. Dédicace aux fans de Daft Punk. Mon PO revient à la charge et me dit « Ok, mais comment on va présenter l'API ?» On me demande, il y a des gens à l'extérieur et puis les devs à l'intérieur qui voudraient le présenter. Nous, on est fiers de notre produit, notre API, et on voudrait pouvoir montrer ça avec un beau portail. Là, premier outil que je vous donne, moi, je vais dégainer Printing Press. Printing Press, c'est un écosystème de... Alors, PB33F, je reviendrai après dessus, c'est Princess Beef, qui est une plateforme qui propose plein d'outils open source. Ça va vous permettre, en fait, en une commande, soit sur votre poste, soit sur votre CLI. L'important, c'est que moi, je veux faire tout ce que je veux niveau qualité, génération, etc. sur mon poste, et tout est scripté pour que ça tourne sur la CI. Le dev doit pouvoir le faire, et ma CI doit pouvoir le faire aussi. En une ligne de commande, je récupère mon contrat et je génère un portail. Un portail plutôt cool, un peu comme on peut voir sur des beaux portails d'API à la Stripe, Linear, etc. Des diagrammes, et un petit truc assez cool, c'est qu'en fait, il va préparer des fichiers qui seront prêts pour des LLM pour lire votre API. C'est facile pour un LLM de lire un contrat, mais là, c'est encore plus facilité avec un découpage sur le modèle, les opérations, etc. C'est ici qu'il faut que je l'ouvre. À quoi ça ressemble ? Je vais essayer de faire ça. À quoi ça ressemble ? J'ai un portail avec une overview, avec tout ce que j'ai mis dans ma documentation, les informations, le serveur, les endpoints, etc. J'ai mes endpoints qui sont décrits. Je sais comment je peux créer un projet. Je peux en faire un curl assez rapide. C'est ici que je voulais voir. J'ai des exemples. Tous les exemples que j'ai pu mettre dans mon contrat d'OpenAPI, je les ai. J'ai les réponses. Et tout ça sur un template plutôt cool. Alors par défaut, il y a un light, un dark et puis un mode un peu sympa. Mais vous pouvez mettre votre design system et le customiser à votre entreprise. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis vous avez une partie schéma. Ici. C'est un peu loin pour moi. Où est-ce qu'il est ? Hop. Et puis voilà, j'ai mes propriétés, je peux discuter avec mes développeurs, je vois exactement ce qu'il y a. C'est un peu plus user-friendly et cool que lire un contrat YAML. Et ils sont sympas, ils me génèrent même des diagrammes de classe physiques. Je peux recopier du Mermaid. Si moi, en tant que consommateur, j'ai une documentation à faire et qu'il y a certains objets qui m'intéressent, je peux le regarder. Et j'ai même un explorateur de dépendance. Donc j'ai poussé mon contrat, Massia a généré mon portail et puis je l'ai ouvert à l'externe ou à l'interne, peu importe. Mais au moins les gens peuvent déjà voir l'avancement de mon projet et où est-ce que j'en suis. Ça c'est mes écrans de fallback. Donc ça c'est cool. Mais mon PO il reste là. Il me dit ok, je veux qu'on montre qu'on est Eco by Design et qu'on ait des règles de sécurité. Ok, pas de problème. Mais du coup on va linter. Et pour ça, avant même d'écrire une seule ligne de code de mon implémentation, je vais pouvoir mettre des règles strictes dans mon contrat d'API. Donc on va linter le contrat pour vérifier déjà qu'il respecte les standards OpenAPI. On va valider des règles que nous, on aura partagées ensemble. Et ces règles, elles vont bloquer dès la CI. Si on ne respecte pas les règles, si on est plusieurs à écrire le contrat, eh ben, le contrat il ne pourra pas builder, on ne pourra pas le release. S'il n'est pas release, on ne pourra pas l'implémenter. Et puis, on va générer un rapport aussi de tout ça pour que ça soit partagé. Et pour ça, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Vacuum, qui vient du même écosystème. Vacuum, il est basé sur un parseur OpenAPI écrit en Go. C'est le plus rapide ou l'un des plus rapides de l'écosystème. Et puis, on peut l'étendre. Il y a des règles par défaut qui existent. On peut utiliser les règles OASP et on peut mettre ces règles custom à soi. Et puis, il y a du LSP. Donc pour l'highlighting et la complétion dans votre IDE, c'est parfait. Donc moi, je scripte tout. Je fais des petits scripts qui me disent « Ok, tu me lintes mon contrat et s'il est en dessous d'un score de 90, en gros, j'ai une sortie en erreur et ma CI plante et je ne peux pas aller plus loin. » Je peux lui donner, comme je disais tout à l'heure, lui dire en fait, fais-le contre les règles de OASP pour voir ou fais-le custom parce que nous, on a un rule set spécifique. Une fois que j'ai lancé ce vacuum, je peux récupérer deux sorties. Soit à gauche, j'ai une sortie standard. Donc là, par exemple, c'est un exemple dans GitLab CI. C'est ma console qui sort et je peux voir les traces. Soit ça me génère un rapport HTML, comme on voit ici.
Et en gros, le rapport, alors là, il est cool, mon contrat, il est à 98 sur 100, donc il est super bien écrit. Mais j'ai quelques petits warnings qui n'ont pas une pondération très forte, et il me dit, bah voilà, à cette ligne-là, il y a tel problème, et que pour le corriger, il faut faire telle chose. Donc déjà, d'un point de vue quali, format, etc., on est plutôt bien protégé par Vacuum. Et nous, on veut mettre des règles spécifiques. Donc on dit qu'on fait de l'éco-conception, donc on veut mettre des règles spécifiques pour ça. Typiquement, on se dit, OK, toutes les réponses en 200, elles doivent avoir un header de cache control. Il faut qu'on fournisse du cache. Peu importe la durée, on peut même mettre nos caches s'il faut, mais on va mettre du cache. On doit pouvoir accepter de la compression. On dit que toutes les collections, systématiquement, elles doivent être paginées. On doit pouvoir faire de la sélection de champs, par exemple. Et puis, borner tout ce qu'on fait. Vous pouvez imaginer toutes les règles, enfin, un paquet de règles que vous voulez. Et en gros, toutes ces bonnes pratiques que vous donnez dès le début, vous n'avez pas besoin de les vérifier dans la partie implémentation parce que le contrat sera linté dessus et vous serez forcément obligé de les respecter. Et donc, par exemple, à quoi ça ressemble ça ressemble. Ça ressemble. Ah non, je peux faire ça. Ça ressemble à ça. Il dit, par exemple, sur toutes les opérations, dès que j'ai un get et que je définis une réponse 200, je veux être sûr de pouvoir trouver un header de cache control. Et ça, ces règles, on peut en mettre autant qu'on veut et surcharger tout ça. Donc, je vous ai parlé un peu de l'écosystème Princess Beef. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous pouvez l'utiliser en ligne. Moi, je vous le conseille. Ouais, je vous conseille d'utiliser le Doctor. Donc là, on voit, c'est mon contrat à moi. Je vous conseille d'utiliser en ligne sur des projets open source, puisque aujourd'hui, il n'y a pas encore de plateforme, c'est dans la roadmap, mais il n'y a pas encore d'outils entreprise. Donc ça fait des round-trip serveurs. Donc si vous ne voulez pas partager votre contrat avec le développeur principal qui est Dave Shenley, vous pouvez faire de l'open source. Et donc là, pareil, vous avez votre contrat, une overview, vous savez le scoring, les warnings, quel genre d'erreur j'ai eu, de la documentation pour m'aider à corriger les erreurs. Je peux avoir un explorateur. Ouais, ça va être dur. Je peux avoir un explorateur et récupérer mes composants. En gros, ces composants-là, ils se basent sur le printing press qu'on a vu tout à l'heure. J'ai même un historique de tout ce que j'ai fait, les modifications, etc. et une timeline. Ça, c'est des outils qui sont plutôt cool. Et moi, je suis impatient d'avoir une version entreprise pour utiliser cet outil-là. Donc, on a tous ces outils sur Princess Beef. Je reviens pas, je viens de les présenter. Donc, mon PO, je lui ai sorti une documentation qui est plutôt cool à montrer et je lui ai fait du lean dans tous les sens sur plein de règles customisées. Donc, on est plutôt pas mal en termes de quali. Maintenant, j'ai des développeurs qui viennent et qui me disent « Ok, tu n'as pas encore commencé ton implémentation, mais nous, comment on va faire pour typer nos objets ?» Alors, j'ai regardé un paquet d'applis depuis 20 ans et des développeurs qui copient-collent des bouts de code JSON dans des projets Java ou sur des portails pour se faire des DTO, etc. C'est l'enfer. Vous avez tout ce qu'il faut dans les outils OpenAPI Generator pour générer votre code, que ce soit consommateur ou producteur, depuis votre contrat. Si moi, je vais faire l'implémentation en back, donc je vais la faire en Java, désolé pour ceux qui ne font pas de Java, mais j'aurai tout ce qu'il faut pour générer mes DTO, j'aurai toutes les règles de validation, j'aurai les min, les max, etc. J'aurai tout ce qu'il faut d'un point de vue polymorphisme. J'ai fait un paquet de contrats plus ou moins complexes et j'ai jamais eu de problème pour générer mes objets. Et surtout, je vais avoir des interfaces avec toute la Javadoc qui va être générée et qui sera pile poil compliant avec mon contrat. Et j'aurai plus qu'à créer des classes pour implémenter ce contrat. Ça, c'est en Java, mais vous pouvez le faire dans d'autres langages. Et donc, vous ne pouvez plus dériver. En gros, vous êtes obligé d'implémenter votre interface. Vous ne pouvez pas recopier et recréer, vous, votre méthode qui va en fait correspondre à moitié à ce que vous devriez faire. Côté de mes devs mobiles, c'est la même chose. Côté iOS et côté Android, on peut utiliser des générateurs du contrat et pas avoir à se recopier les JSON et attendre d'aller chercher sur un portail ou autre. Et ça, c'est disponible dans tous les langages. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais que vous fassiez du Dart, du Rust, du Go, etc. À partir du moment où vous avez un contrat, vous pouvez générer du code producteur et du code consommateur. Et moi, mes devs côté front, ils sont un peu tatillons. Visiblement, je suis lent. Et ils me disent, OK, on ne veut pas attendre 3 sprints que tu aies développé ton back et qu'on puisse commencer à interagir avec. Et là, on va utiliser Microx. Qui connaît Microx ici? OK, c'est pas mal. Donc Microx, ça va être entre autres, je vais focuser là-dessus, un serveur qui va vous permettre de faire du mocking d'API, soit en local, soit dans votre CI, ou soit vous pouvez le déployer comme asset dans un environnement. Vous allez avoir des importeurs. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'importer notre contrat d'API, mais on peut aussi importer depuis des collections, on peut faire du GraphQL,
J'en parlerai pas aujourd'hui, mais j'en ai fait pas mal. On peut faire de la sync, etc. On va moquer depuis les exemples ou depuis des collections qu'on aura mis dans les exemples qui sont dans notre contrat ou depuis des collections. On va avoir tout un tas de dispatchers pour vraiment adapter le comportement du mock à ce qu'on veut faire. Et puis on pourra même faire du contract testing. Et félicitations aux créateurs de Microx, qui sont tous les deux là, et qui sont à CNCF en Incubating Project. Bravo messieurs. Donc moi j'ai un script, toujours, qui va me lancer le Docker Compose de mon serveur Microx et qui va m'importer mon contrat OpenAPI. Donc en gros, j'ai un serveur de mock qui est dispo et qui va répondre avec tous les exemples que j'ai mis dans mon contrat. Dès que je vais modifier mon contrat, ça va me modifier dans ma CI. Je vais pouvoir relancer mon serveur de mock et ça va se modifier automatiquement. Et là, je passe sur le dashboard Microx. Hop. Donc comment ça se présente? On a pas mal de menus. Je ne vais pas faire le deep dive parce qu'il me faudrait plus de 45 minutes pour creuser tout Microx. Et en gros, j'ai importé mon contrat et je l'ai à dispo ici, le GreenScore API. Non seulement je l'ai déjà linté avant, mais rien qu'en l'important dans Microx, j'ai déjà un lint en plus. Si jamais le contrat n'était pas bon, je n'aurais pas réussi à l'importer dans Microx et je ne serais pas en A ici en termes de notation. Donc j'ai toutes mes opérations. Je vois par exemple, je peux faire un get project, pardon. Là, j'ai utilisé un script dispatcher avec un énorme script, je vous montrerai un plus petit juste après. Je vais pouvoir faire toutes les routes que j'ai définies. Je vais créer un projet. Mon projet, je sais si je veux avoir un succès, il faut que je donne ce payload d'exemple. J'aurai ce payload en réponse. Si je veux, depuis mon front, valider des erreurs depuis le serveur, j'ai passé ce genre de payload et j'aurai mes erreurs en retour. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je ne vous montre pas la partie contract testing, mais on reviendra après. Donc en gros, mes devs front, que ce soit mobile ou web, ils peuvent déjà commencer à coder. Soit ils récupèrent mon contrat avec mon projet, ils démarrent le serveur en local, soit je leur mets à disposition. Oups, donc ça c'est le fallback si je n'arrivais pas à ouvrir mon dashboard en local. Les exemples, c'est hyper important. Ça va être la pierre angulaire de pas mal de choses. Ça va être hyper important pour Microx et on le verra par la suite. Ça va être hyper important pour plein d'autres choses qu'on peut générer. Donc quand vous mettez des payloads et vos routes, vos get, vos posts, etc. sur vos ressources, mettez des exemples. Ce qui est important, c'est de nommer les exemples de request et de response de la même manière. Mais plus vous mettrez d'exemples, mettez vos cas nominaux de succès et d'erreurs. Pas besoin de recompléter par des collections Postman ou Bruno improbables. Tout est déjà dans le contrat et on sait déjà ce qu'on doit faire. Une fois que vous changez ça, vous changez 4 systèmes. Si vous mettez les bons exemples dans votre contrat, vous avez votre mocking qui est au top, vous avez des premières collections, donc là j'ai pris l'exemple en Bruno, vous avez du contract testing aussi avec Schemathesis, on verra par la suite, et votre documentation qui est sur le portail, elle a aussi des super beaux contrats. Moi, j'ai rajouté un petit truc, j'ai rajouté une Bender extension, donc un X-quelque chose dans mes contrats, où parfois, je ne laisse pas le serveur Microx choisir le dispatcher et j'ai envie de lui donner des dispatchers spécifiques. Donc moi, j'embarque toujours un script d'erreur header, où en gros, je dis, si mon client m'appelle avec un erreur dans mon header et un code, je lui renvoie en fait ce qu'il veut. Ça lui permet de moquer des comportements. Ensuite, on va pouvoir dire, là, en fait, la requête d'écriture, elle est un peu touchy. Je te donne des règles pour faire du matching avec les JSON body. Et puis, il y a la partie script que je vous disais, qu'on peut écrire en Groovy et qui est super cool. Et on peut customiser des scripts. Si on a un mocking, qui est un peu compliqué, donc là, par exemple, je fais un paiement sur une commande. Et donc, je veux des scénarios un peu bizarres avec si c'est inférieur à 0, je renvoie ça. Tel numéro de carte, je renvoie ça, etc. Je peux scripter ça et l'envoyer de manière spécifique. Et moi, je me fais une petite convention dans mon projet où, en gros, je crée autant de fichiers dispatcher que j'ai envie. Et par exemple, là, donc, je faisais un paiement en post sur ma ressource orders, order ID. Et mon script d'import, en fait, il sait qu'il doit aller chercher ce script-là de dispatcher et l'importer dans mon serveur. Donc là, c'est bon, j'ai commencé à coder. Eux, ils ont pris de l'avance. Et là, il y a un dev, je pense que j'ai un dev, qui vient me voir un peu en panique, qui dit « ça renvoie plus la même chose ». Bon, ok, moi je suis plutôt sûr de moi, j'ai linté, etc. Mais admettons, ça ne renvoie plus la même chose. Et bien pour ça, on va vérifier. Et moi, je vais utiliser OpenAPI Changes pour ça. OpenAPI Changes, encore l'écosystème Princess Beef, toujours en Go, ligne de commande, sortie HTML, etc. C'est super cool comme outil. Je crois que j'ai dit trop de fois super cool, mais
super bien comme outil. Ça va vous permettre de faire un diff entre deux endroits dans votre repo Git, votre main, un tag, etc. et d'avoir quelque chose d'un peu plus interactif que du git compare que vous pouvez faire dans votre IDE ou en console, et d'avoir un output. Et surtout, en faisant ce Open API Changes dans votre CI, vous allez pouvoir être capable de faire des diffs et de voir aussi des breaking change. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc pareil, une ligne de commande, ça peut se scripter, ça peut se faire dans la CI, ça va super vite. Donc là, je vous ai mis la vidéo officielle, j'en ai pas refait une moi-même, où en gros, ben voilà, il est en train de comparer la dernière version main avec un tag, et on lui a dit qu'il y avait une diff à un certain endroit. Donc en gros, là, il charge tout l'explorateur graph, donc visuellement, c'est un peu plus sympa que de farfouiller et de comparer ligne à ligne de fichiers. Et puis, il va pouvoir deep dive un petit peu dans ce qui a été fait, changer la timeline, revenir de version, etc. Et à la fin, on verra qu'en fait, effectivement, il renvoyait un int32 et maintenant il renvoie un int64. Donc OpenAPI Change va pouvoir soit nous dire qu'effectivement on a dérivé, soit nous protéger de tout ça. Donc mon PO il est hyper insistant et il me dit ok, côté code on est plutôt blindé, il y a les règles de sécurité, etc. mais comment on peut garantir que le code qui va être implémenté, même si on doit implémenter des interfaces et c'est plutôt contraignant, on n'aura pas de surprise en prod. Pour faire ça, je vais utiliser trois outils. J'en ai mis deux là, mais je vais utiliser trois outils différents. On va faire du contract testing. Maintenant qu'on a le contrat et qu'on a commencé à avoir de l'implémentation, on sait exactement à quoi on s'attend. Donc on sait qu'on peut tester sur base de contrat et l'implémentation doit nous répondre exactement la même chose. Vous avez plusieurs outils pour faire ça. On peut faire du Pact avec une approche consumer-driven et qui est un peu plus lourd que les autres outils, mais je vous encourage à regarder Pact, c'est super intéressant. On peut faire du Spring Cloud Contract. Tiens, encore Microx, on peut faire du contract testing avec Microx. Et puis, on peut faire du test fusing avec Schemathesis. Donc, nous, on va faire du Microx contract testing. Donc, non seulement on s'en sert pour moquer et pour mettre à disposition des ressources à nos développeurs front, mais en plus, Microx va pouvoir nous permettre, en fonction du endpoint qu'on lui a donné, donc on a commencé à développer, soit on peut le faire en local, soit en fonction, on a fait un environnement spécifique sur sa branche. On lui donne le endpoint et lui, en fonction de tous les exemples, il va faire un test pour vérifier que le contrat renvoie bien exactement ce qui est censé être renvoyé. Donc sur la forme, grâce aux exemples, c'est pour ça que je vous disais qu'ils sont hyper importants les exemples dans votre contrat, vous allez pouvoir faire tout ça. Et vous pouvez avoir un historique, vous pouvez, si votre serveur est déployé, vous pouvez scheduler tout ça et voir toutes les nuits, relancer des tests par exemple. Vous pouvez l'intégrer en CI et juste le lancer le temps d'un build sur un environnement éphémère par exemple qui est déployé. Et puis vous avez le dashboard pour voir toutes les régressions. Donc encore une fois, un outil, une ligne de commande, une image de cœur, et ça se fait super facilement en CI. Après, il y a une autre approche qui est intéressante, qui est Schemathesis. Je ne sais pas si vous connaissez Schemathesis. Comme ça, vous allez découvrir. Moi, je trouve ça hyper intéressant. En fait, ce que ça va faire, c'est que c'est du property-based fusing. Donc, le fusing, c'est que ça va vous générer des centaines de requêtes et plein de tests différents. Imaginons que dans votre API, en entrée, vous ayez un paramètre, un nombre, et vous avez décidé de faire un min et un max. Déjà, le contract fusing, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tester au milieu, il va tester aux bornes, il va tester en dehors des bornes. On a déjà 5 tests différents. Faire soi-même, c'est un peu compliqué. Et si le contrat change à chaque fois, le refaire, c'est encore un peu plus compliqué. Donc lui, il va construire dynamiquement des payloads en fonction de ce qu'il y a dans votre contrat et balancer énormément de tests contre votre implémentation qui est en cours de développement. Ça va couvrir tout ce qui est retour, code de retour, statut, les headers, ce qu'il devrait y avoir dans les schémas, etc. etc. Ça génère du XML, donc un format cassette VCR, et avec un petit script Python qu'on a écrit Claude, on peut faire un super rapport HTML pour voir ça un peu mieux. Donc pareil, un binaire, on lance un endpoint d'environnement et ça nous génère le rapport juste derrière. Donc ça, ce n'est pas un rapport Schemathesis, c'est un rapport que Claude m'a fait. Donc il me prend le rapport XML qui est énorme et il me génère un rapport HTML. Donc là, on voit qu'en... J'ai perdu mon curseur. On voit qu'en 3,3 secondes, on décide plus vous le laissez durer le test, plus il va générer le test. En 3,3 secondes, il m'a généré 728 tests sur seulement 9 endpoints. Donc autant dire que sur chaque paramètre, chaque attribut, il fait 1, 10, 15, 20 tests différents. Donc c'est assez énorme.
Et là, j'ai un faible taux de rate parce que en fait, les routes du bas, j'avais pas l'implémentation d'authentification, donc tout a sauté. Et donc, par exemple, ce que ça donne, c'est que juste après votre rapport, vous allez pouvoir lire. Donc, en gros, là, il a testé, il a fait un post sur un user avec un endpoint que lui a généré en fonction du schéma, et il a reçu une 201, ok, il y a quelque chose qui a été créé. Et après, il a fait un test avec 2 fois le même utilisateur, et il vérifie que l'implémentation a bien renvoyé une 409. Il y a un conflit, ça a déjà été créé. Donc, avant de déployer, on peut, sur un environnement spécifique dans notre CI, lancer notre implémentation, on a notre contrat et on lance tous ces tests-là. Et d'un point de vue contractuel, pas fonctionnel, on sait exactement que tout va bien. Donc Schemathesis, c'est avant. Et on peut utiliser Wiretape après. Donc ce ne sera pas une grande surprise. Wiretape, c'est encore un outil de l'écosystème Princess Beef. Toujours écrit en Go. Wiretape, ce qu'il va faire, c'est que ça va être un proxy transparent entre vos consommateurs et vos producteurs. Parce que parfois, c'est le producteur, et parfois, c'est le consommateur qui est de mauvaise foi. Donc, en gros, il prend toutes les requêtes en entrée, il les analyse contre le contrat que lui connaît, il les passe au serveur back, il ajoute rien, il retire rien, il regarde ce que le serveur back répond, et il fait la même chose. Est-ce que le serveur back répond exactement ce que le contrat est censé répondre? Et donc ça va être, vous pouvez le monitorer, par exemple vous faites une campagne de recettes, vous laissez Wiretape tourner et vous allez voir toutes les requêtes qui passent. Ça permet de savoir vraiment quand le développeur front vient, moi je suis plus back. Quand le vrai développeur front vient vraiment vous embêter, vous pouvez vraiment vérifier s'il vous a appelé correctement grâce à Wiretape. Et à l'inverse, quand vous allez voir le développeur back, vous pouvez voir s'il vous a vraiment répondu ce que vous vouliez. Et puis il y a un mode headless où on n'est pas obligé d'afficher la console en temps réel. Et pareil, sur la CI, pendant la durée d'un test, on peut lancer Wiretape encore en plus et il peut scanner toutes les méthodes qui sont faites. On peut exporter sous forme d'HR certains groupes de requêtes. Et donc à quoi ça ressemble? En gros, il y a un moniteur qui tourne et qui vérifie tout le temps que vous le laissez allumer le nombre de requêtes qui passent. Donc là, il voit que j'ai 373 requêtes, j'ai eu 373 réponses et j'ai 133 violations. En gros, je l'ai laissé tourner pendant que Schemathesis tournait et que mon implémentation était à moitié faite. Du coup, j'ai plein d'erreurs. Ça, c'est normal. Et en plus, vous avez, comme dans l'éditeur, comme dans le Doctor ou comme dans Vacuum, vous avez à chaque fois les violations. Donc là, par exemple, pour ceux qui ne voient pas au fond, bon, je ne vais pas zoomer, sinon je vais galérer. Pour ceux qui ne voient pas au fond, en fait, dans cette requête-là, j'ai fait un post et je voulais créer un utilisateur et j'ai fait 2 erreurs. J'ai une propriété qui aurait dû être purement un string et il y a une regex là-dessus et en fait j'ai envoyé un nombre et puis j'ai même pas passé de header d'autorisation. Donc il ne s'arrête pas qu'à une erreur, il regarde vraiment tout. Donc déjà l'autorisation j'aurais pas dû passer, mais même ça il regarde si le payload en fait est correct. Donc si je suis développeur et que j'ai oublié quelque chose, et ben là en fait je le sais, Wiretape me le donne. Donc on évite les dérives silencieuses comme je vous disais au début. Donc on est plutôt pas mal, on a Vacuum qui nous lint sur le poste dans la CI, on fait des tests de backward compatibility avec OpenExchange, avec Microx et Schemathesing, on fait du contract testing, on vérifie même avec Wiretape en run. Je devrais mettre devient difficilement possible, le drift de contrat, on est plutôt pas mal. Là on respecte le contrat, mais vous allez me dire, et en termes de perf, est-ce que mon implémentation elle va être perf? Pareil, comme on a le contrat, avant même qu'on ait codé l'implémentation, vous avez déjà des générateurs OpenAPI Tools qui peuvent vous générer ce que vous voulez. Alors, il n'y a pas forcément tous les frameworks et toutes les solutions techniques de test, mais il y a K6, Artillery, Gatling, sont parmi les plus utilisés. Et donc, ça va vous permettre, dès que le contrat change dans votre CI, vous régénérez un répertoire avec des tests de base, par défaut, de tout ce qu'il faut pour tester tous vos endpoints dès que l'API sera déployée. Donc, dès qu'on change quelque chose, vous vous souvenez des premières slides, dès qu'on change quelque chose du contrat, tout l'outillage qui est derrière change automatiquement. Vous n'avez pas à le refaire à la main systématiquement. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est bien. On a tous les endpoints qui sont définis et nos utilisateurs, ils savent s'en servir. Mais les parcours métiers, ce n'est pas ce qu'on a défini dans notre doc OpenAPI. Ça, c'est souvent ce qu'on définit dans du BPM, par exemple, ou dans de la documentation. Donc, mes consommateurs reviennent me voir et me disent « Ok, c'est cool, j'ai des endpoints, mais comment je les appelle et dans quel ordre ?»
On ne va pas se baser sur... ça te fait sourire, Laurent. C'est du vécu. On ne va pas se baser sur l'ordre dans lequel on met dans la documentation. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, comment on fait? Eh bien, pour les parcours d'API, on a une nouvelle oui, on peut dire une nouvelle spécification qui s'appelle Arazzo, ou Arazzo sans tester l'accent. Qui connaît Arazzo? Super, vous allez apprendre plein de choses. Donc Arazzo, c'est une spécification, donc je détaille après, mais qui va vous permettre de, par exemple, d'écrire cet enchaînement-là. Donc moi, dans mon projet GreenScore, je veux créer des projets, je veux les évaluer et pouvoir avoir à disposition les scores. Donc un workflow nominal qui existe, c'est je me log, je crée un projet. Je ne peux pas créer de projet si je ne me suis pas logué. Je ne peux pas commencer d'évaluation si je n'ai pas créé de projet, et je ne peux pas terminer une évaluation si je n'ai pas démarré une évaluation. Donc là, j'ai mon parcours. Il n'est pas perdu dans une collection Postman quand on va se balader sur le repo ou d'autres tests. Il est directement au plus proche de mon contrat. Donc Arazzo, ça vient directement de OpenAPI Initiative. C'est une spec qui est en version 1.0 depuis 2024. Je n'ai pas le mois, mais on va dire que ça fait au moins 2 ans. Et aujourd'hui, on est en 1.1. En fait, ça vient au-dessus de la spec OpenAPI et même de la spec Async API. Pour ceux qui font de l'Event-Driven Architecture et qui décrivent des contrats avec Async, on peut aussi décrire des workflows purement Async ou des workflows mixtes avec des API REST ou avec des API événementielles. Donc on va avoir ce qu'on voyait tout à l'heure, des étapes, des conditions, est-ce que je vais à gauche, à droite, on peut faire des retries, et puis on a ce qui rentre dans les étapes et ce qui en sort. Donc avec une DSL qui va bien et on sait ce qu'on a en input, ce qu'on a en réponse, ce qu'on prend de l'étape précédente, etc. Donc là, il y a un petit exemple. Qui est là. Donc je décris mon fichier Arazzo. Je dis qu'en source, moi, j'ai qu'une seule... Ça se voit, pas du tout. J'ai qu'un seul contrat, mais je peux avoir un contrat qui est distant, qui est public, ou un contrat qui est en local. Je peux avoir d'autres contrats Async API, etc. Je peux décrire X workflows différents. On peut en faire un par fichier ou X par fichier, peu importe. Et puis on décrit les steps, on les nomme, on met les opérations. Et les opérations, c'est bien les opérations qui existent vraiment dans vos contrats d'OpenAPI. Et il y a un outil, alors qui connaît Arazzo Maestro? Je suis vexé, c'est quand même un outil que j'ai créé le mois dernier. Et c'est un outil qui va vous permettre de, linter votre workflow Arazzo. Donc en fait, on récupère le JSON schéma de la spécification. On va vous permettre de faire du render HTML et de pouvoir produire de la documentation et donc potentiellement à côté du portail de documentation que vous avez. Donc je l'ai fait de manière templatisée. Donc j'ai même fait un template Princess Beef, donc on peut le mettre juste à côté de Printing Press. Et puis on va générer aussi des tests fonctionnels et même des tests de performance. Donc c'est en Go, un binaire hyper léger, une petite image Docker, c'est éco-conçu, il n'y a pas de JavaScript dans le reporting qui est fait, c'est du pur HTML. C'est accessible par défaut, n'hésitez pas à tester et à me dire s'il manque des choses. Et il y a 3 commandes. Donc soit on lint, soit on fait un view pour récupérer la vue HTML de son rapport, donc en dark, en light ou avec un thème spécifique. Vous pouvez utiliser votre design system pour le faire. Et puis la commande de test. Et est-ce que vous vous souvenez du sommaire au début où je vous avais dit faites attention au sommaire? Eh bien, le sommaire était déjà écrit en Arazzo et produit avec Arazzo Maestro. Donc à quoi ça ressemble? Donc un fichier Arazzo, désolé pour ceux qui sont au fond, c'est comme ça, mais c'est du YAML, c'est pas très joli. Okay. Donc en fonction des workflows que vous avez dans votre projet, moi ce que je vais faire, c'est que je vais générer une page avec les X workflows que vous avez dans votre spec. Comme je l'ai linté, vous ne pouvez pas mettre d'opérations ou de variables, etc., qui n'existent pas dans vos contrats. Si vous écrivez un workflow qui n'est pas cohérent, en fait, le linter va vous dire « Ah non, tu écris un workflow qui ne sera pas déployable ». Et donc en entrée, on a un état de départ, donc tout ça c'est de la documentation qu'on met dans Arazzo. On a des inputs d'entrée, donc là c'est important, retenez, on peut mettre des inputs en début de workflow. Ensuite on fait des étapes, donc là j'ai que de l'API REST, mais je pourrais avoir de l'async. Je me log, j'ai décrit qu'un cas nominal ici. Si je fais du 200, ok, je récupère ça en body, et puis potentiellement je peux passer à l'étape de create project. Là, je vais récupérer un project ID en output et je vais pouvoir le donner en input à ma prochaine étape, etc., etc. Donc là, c'est descriptif.
Donc comme je disais, ce n'est pas du BPM. Okay, un BPM peut avoir plusieurs workflows à Arazzo, mais il n'y a pas de tâche humaine, il n'y a pas de tâche de haut niveau, il n'y a pas d'interface graphique, etc. C'est vraiment au plus proche du contrat. Ouh, c'est là, je suis perdu. OK. Et puis on peut même définir des règles, par exemple ici, quand j'essaye de faire l'évaluation e-room sur mon projet, si j'ai une erreur, je peux faire 3 retries, et ça on peut le visualiser directement, c'est permis par le workflow, et on peut le voir dans la spec. Donc vous donnez votre contrat d'API à vos développeurs, en plus de votre doc, et vous donnez vos workflows, sous cette forme, c'est quand même plus sympa, et vos développeurs, ils pourront voir comment ils doivent faire un premier scénario de je me log, je crée un projet et je l'évalue. OK. Donc ça c'est bien, on a des workflows, donc des workflows c'est des scénarios, et donc on va pouvoir faire des tests end-to-end. Et donc Arazzo Maestro, sur base du workflow et de votre contrat OpenAPI, en fait on va générer des tests end-to-end. Moi j'ai fait ça avec Hurl, ou Hurl, pas comment on prononce, qui est un projet open source aussi, qui vient du groupe Orange Open Source, et qui nous permet de faire des tests d'API end-to-end. Donc chaque étape du workflow, je peux pas zoomer, mais chaque étape du workflow en fait est définie sous forme d'une instruction URL, un get, un post, etc. Et URL en fait, les inputs que je vous avais dit de faire attention au début, en fait moi je vais les passer en variable au lancement de mon test URL, donc ça c'est mes données en entrée, et ensuite en fonction de chaque étape et chaque retour, URL va venir prendre les réponses et les injecter si besoin dans la requête d'après ou dans une sous-requête en dessous. Donc à chaque fois qu'on change le workflow, en fait, moi, je régénère les tests end-to-end URL de mon parcours. Et ça m'évite des dérives. Si je change mon contrat, mes workflows plantent, mes linters de workflow planteront parce que c'est des synchros de mon contrat. Et dès que je régénère mon workflow, ça va venir régénérer mes tests end-to-end. Donc plus de dérives là-dessus. Et URL permet de les exécuter. Pareil, on peut les exécuter en CI si on veut et générer un rapport HTML directement grâce à l'outil. Et on voit la timeline, l'enchaînement, et s'il y a des erreurs, on a une sortie d'erreur et ça plante directement dans votre chaîne d'intégration continue. Donc ça c'est cool. on a la qualité du contrat, la qualité des workflows, on sait faire des tests de perf très unitaires, on sait faire des tests end-to-end de scénarios, et on va même pouvoir faire des tests de perf. Arazzo Maestro, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire votre workflow et générer un script K6 pour tester votre projet. En entrée, on va prendre un nombre de virtual utilisateurs. Donc c'est un peu K6, ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution technique pour faire des tests de perf open source qui est largement supportée par Grafana. Si je dis pas de bêtises. Et que vous pouvez utiliser. Et il y a une version entreprise où on peut faire plein de choses, avoir des runners distribués, etc. Donc ça va vous générer des tests de perf en JS, et donc nous on va venir créer les scripts, injecter les bonnes variables et dire qu'en fonction des réponses, pareil que dans URL, ce qu'on veut des réponses, on les injecte dans les requêtes d'après. Et ensuite on a jusqu'à lancer, j'en perds mes mots, sur une implémentation, donc sur un endpoint, je lance mon test K6 et j'ai mes scénarios qui sont déjà faits. Et donc là par exemple, donc ça n'a aucun intérêt, mais je l'ai lancé sur mon mock Microc. Mais mon scénario nominal de je me log, je crée un projet, etc., je l'ai exécuté 38 517 fois et je prends 6500 hits secondes. Bon, c'est sur mon mock en local, ça n'a pas trop de sens, mais ça peut vous expliquer comment vous pouvez le pousser sur votre code et le lancer. Parce que je rappelle, là, j'ai quasiment pas fait encore de code d'implémentation. Je sais déjà tout tester à l'avance. Et si je veux valider, je peux le lancer sur le mock pour être sûr que mon script de perf fonctionne bien. Donc on a fini sur la partie contrat, on a fini sur la partie workflow. On a vu qu'il y avait pas mal de choses qu'on pouvait modifier, qu'on pouvait customiser, et qu'il y a pas mal de choses qui sont automatiques. Maintenant, tout ça c'est un peu fastidieux à faire à la main. Donc moi j'ai créé des choses d'un point de vue IA, entre guillemets, des skills, des commandes qui vont m'aider. Désolé, au fond, pour la capture, on ne voit pas trop. Mais en fait, ce que je vais créer, c'est déjà un agent MD, etc., qui sait lire mon OpenAPI Contract, qui sait lire ce que Printing Press m'aura généré de spécifique,
Je vais créer des skills qui vont permettre de créer les bons dispatchers Microx dans mon contrat OpenAPI. Et surtout, je vais créer plein de commandes. Tous les outils que je peux utiliser dans ma CI, rappelez-vous, je veux pouvoir les utiliser en local parce qu'en fait, je veux que mes agents les utilisent au fur et à mesure où ils créent les contrats. Donc, j'utilise des skills qui existent, que vous pouvez retrouver sur skills.sh. Les Microx Smoking skills, c'est des skills que j'ai créés et que vous pouvez retrouver sur mon repo ou sur skills.sh. Et après, je crée des skills qui me permettent, je suis une implémentation, j'importe un contrat et je vais venir créer tous mes contrôleurs. Je suis en train d'écrire le contrat, je lui dis en langage naturel ce que je veux faire. Lui, il écrit le contrat. Une fois qu'il a écrit le contrat, il le lint localement. Une fois qu'il a linté, il régénère les tests, il me relance mon mock Microx et il relance les tests contre mon serveur Microx. Et tout ça, il le fait en boucle, automatiquement, sans que j'ai besoin de lui dire. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai 2 commandes hyper intéressantes. J'ai plein de microservices existants, par exemple, qui sont en code first. Et j'ai créé une skills qui permet de dire, OK, je démarre mon serveur. Donc, moi, je fais beaucoup de Spring, du coup. Je démarre mon serveur Spring. Il va lire le endpoint qui me génère l'ancien contrat OpenAPI. Il va s'en servir pour recréer un contrat OpenAPI propre, linté. Je la relance en lui donnant le projet avec le code de contrôleur. Il va reparcourir les contrôleurs, vérifier qu'il n'y a pas des if, else en plus, etc. et les rajouter dans le contrat pour vérifier ça. Et une fois que j'ai ça, j'ai un contrat tout nouveau, tout propre. Je relance dans mon projet d'implémentation une nouvelle skills de migration et j'ai migré un legacy. Maintenant, il est propre, il est passé de code first à contract first. Et ce que ça m'a permis de faire sur des services qui étaient code first et que j'ai migré au fil de l'eau, quand on n'a pas d'API management, par exemple, une fois qu'on a régénéré le contrat, ça permet d'interroger sa brique d'observabilité et de dire « Ok, donne-moi tout le trafic en prod du dernier mois et maintenant je regarde par rapport au vrai contrat que personne n'a écrit, que personne n'a maintenu pendant des mois et des années et je suis capable de dire « Ok, en fait, j'ai autant de endpoints qui ne sont pas appelés du tout. Autant de endpoints pas appelés, c'est autant de code mort. Autant de code mort, c'est potentiellement autant de librairies que j'utilise qui ne servent à rien et qui potentiellement sont des failles de sécurité. » Et pour l'avoir utilisé en production, sur certains services, on se rend compte qu'on va de 15% à 50% d'une API en fait, qui n'est plus utilisée. Donc on en termine. Je vous ai donné une bonne petite boîte à outils. C'est sympa parce que vous n'en connaissiez pas beaucoup. Et il y en a plein sur OpenAPI Tools. Je ne dis pas que c'est les meilleurs, mais je pense quand même que c'est les meilleurs et les plus cool aussi. Donc on sait écrire de la doc et la générer sur un portail avec Printing Press. On sait linter et valider avec Vacuum ou avec le Doctor en ligne. On sait générer tout le code qu'on n'a pas envie de générer à la main avec les générateurs OpenAPI. On peut moquer avec Microx. On peut faire du contract testing avec Microx, avec Schemathesis. On vérifie avec Wiretape et on peut faire de la perf avec E6. On peut vérifier qu'on ne fait pas de conneries entre 2 versions avec OpenAPI Changes. On peut orchestrer ces API avec Arazzo Maestro et on fait de la test de perf avec E6 et avec URL. Et on a plein de commandes qui existent avec des skills et des commandes toutes simples avec son IA. Donc même si vous changez les outils, moi ce que je voulais que vous reteniez, c'est qu'en gros c'est une méthode, le contract first, d'avoir une seule source de vérité et d'automatiser et d'outiller le plus possible pour que quand cette source de vérité change, tout change automatiquement. Si je fais du contract first et que je fais tout à la main, vous n'y arriverez pas et vous allez perdre votre équipe de dev et plus personne ne va faire de contract first. Donc le but, c'est que vous ayez cette stack-là qui soit reproductible, proche de votre contexte, que vous sachiez faire des parcours et que vous soyez à l'aise avec les agents IA. Je vous laisse des liens. Donc il y a Arazzo Maestro qui est sur mon repo, il y a la presse qui est sur mon repo, il y a microx.io, il y a princessbeef.io, etc., etc. Donc toute la presse, toutes les slides, et ce qu'on peut faire avec la démo, etc. sont sur GitHub. Et je vous encourage à laisser un feedback cool. Merci. J'ai fait 45 minutes pile poil. C'est bien ?